Le porte-parole de l'association des musulmans sur Saint-Cyr-l'École et Fontenelle-Fleury est l'invité de cette édition. La fête de l'Aïd sera célébrée demain. C'est la grande fête de l'islam, une fête dont on parle beaucoup, souvent, mais pas forcément en la connaissant très très bien. Je vous laisse repréciser ce que représente pour la communauté musulmane cette grande fête de l'islam qu'est l'Aïd. Eh bien, la fête de l'Aïd el-Kébir, c'est la fête. C'est vraiment la grande fête telle qu'on l'appelle comme ça. C'est pas par hasard. C'est parce qu'elle représente le moment le plus important en matière de festivité pour la communauté musulmane. Vous avez deux grandes fêtes. C'est la fête marquant la fin du Ramadan, qui est donc l'Aïd el-Fitr, qu'on a célébré il y a 2 mois. Et là, vous avez la grande fête qui arrive maintenant, qui est un des jours les plus importants, et parfois même certains pensent que c'est le jour le plus important pour symboliser un peu la fête dans la communauté musulmane. Elle correspond à quel événement? Alors, elle correspond à la commémoration d'un événement bien particulier, qui est celui du sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham qui, selon la tradition musulmane, n'a pas eu lieu parce que justement, au moment où Dieu a demandé à Abraham de mettre fin au jour de son fils Ismaïl, et que par la suite, donc, quand il a vu qu'Ibrahim allait vraiment obéir à son commandement, a transformé la présence d'Ismaïl par un bouc qu'il a mis à la place, un agneau qu'il a mis à la place de son fils, pour donc dire qu'il avait reçu la preuve qu'Ibrahim allait bien remplir son commandement, allait accepter d'obéir au commandement divin qui lui a été donné. Donc pour nous, chaque année, en souvenir de cet événement-là, nous procédons à ce que l'on appelle à la fête du sacrifice. C'est aussi un autre nom de l'Aïd el-Kébir, de la grande fête, comme on appelle en Afrique de l'Ouest, on parle de Tabaski. On a une grande communauté africaine ici en France, donc les gens parlent de la Tabaski. Chez les Maghrébins, on parle de l'Aïd el-Kébir, et chez d'autres, vous l'entendez d'une autre façon. Mais toujours, c'est le même événement qui est célébré et marque vraiment un point culminant de la communauté musulmane. Et la problématique cette année dans le département des Yvelines, c'est l'absence d'abattoirs. Depuis plusieurs années déjà, ils ont disparu de ce département des Yvelines. Une solution temporaire avait été trouvée du côté d'Elancourt. Des abattoirs mobiles avaient été installés. Une solution qui n'existe plus. Alice, je vous laisse refaire le point justement sur ce dossier. Oui, tout à fait. Donc, on le disait, cet abattoir à Elancourt permettait aux familles de l'agglomération et puis même un petit peu au-delà, parce que c'est vraiment le département qui est concerné, de pouvoir venir avec son mouton et puis qu'il puisse être sacrifié sous les yeux, parce que c'est aussi important que les familles puissent voir le sacrifice. Dans la tradition, en fait, c'est le père de famille qui doit réaliser ce sacrifice. Là, avec cette nouvelle façon de faire, ce dispositif, ce n'était pas possible, mais les familles pouvaient quand même repartir avec leurs moutons sacrifiés. Alors, nous avons joint par téléphone la direction départementale de la protection des personnes qui était en charge de toute cette organisation et qui nous a expliqué pourquoi l'abattage clandestin était interdit pour 3 raisons. Tout d'abord parce que l'abattoir est un circuit déclaré pour la viande qu'on achète quotidiennement. Ensuite parce que les conditions d'abattage sont normées pour éviter la souffrance des bêtes. Et puis ensuite parce que l'inspection sanitaire sur les animaux abattus est obligatoire pour contrôler la salubrité. Quelle est votre opinion sur l'interdiction des abattoirs clandestins? Mon opinion elle est toute simple, elle est celle que vous venez de donner là. La personne qui vous a expliqué ça vous a vraiment relevé les grandes raisons pour lesquelles il faut les interdire. L'abattage clandestin, personne n'est pour. Aucun musulman en France aujourd'hui ne vous dira, s'il est saint d'esprit, ne vous dira qu'il est pour les abattoirs clandestins. Personne. Parce que pour des raisons d'hygiène, on ne peut pas garantir l'hygiène de cet agneau qu'on va certains le pratiquent. Sacrifier. Alors ceux qui le pratiquent, ce sont ceux... je ne cherche pas à les défendre, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à un abattoir normal, entre guillemets, c'est-à-dire dans lequel toutes ces conditions d'hygiène et de salubrité seraient respectées. Oui, parce que ça a un coût aussi, les familles Absolument. devaient s'acquitter d'un coût. Et ceux qui n'ont pas compris que la condition d'hygiène et de salubrité est aussi une des conditions dans lesquelles on doit choisir l'agneau pour son abattage rituel. Alors cet abattoir qui était mis en place sur la commune d'Elancourt était financé par les mairies de l'agglomération. Aujourd'hui, la mairie d'Elancourt, qui dispose encore du matériel, qui est propriétaire du matériel, ne veut plus assumer ses coûts de fonctionnement. Mais en fait, n'importe qui pourrait financer ce fonctionnement. Alors est-ce que les communautés musulmanes pourraient prendre le relais? Alors, je précise déjà une chose, c'est que je ne parle pas au nom de la communauté musulmane des Yvelines, même pas des Yvelines, alors à plus forte raison de France. Je vous donne mon opinion en tant que musulman et en tant que membre d'une association locale. Je peux vous dire qu'effectivement, je crois savoir que c'est un accord qui avait été passé entre le CAM 78, qui est le collectif des associations musulmanes des Yvelines, et donc ces différentes autorités municipales et autres des différentes villes. Je crois savoir que cette année, il n'y en aura pas, puisque pour des raisons financières, puisque le
financement n'ayant pas été acquis, personne n'a remplacé qui que ce soit. Je crois savoir que le CAM est en démarche en ce moment auprès de ces mairies-là pour voir quels sont les moyens de trouver quelque chose. Je ne suis pas très au fait de ce dossier-là, comme je vous ai dit, parce que je ne suis pas membre du CAM 78 et je ne suis pas au fait des négociations. Mais en tant que musulman, je peux vous dire que c'est la catastrophe pour nous. Parce qu'au moment où on arrive au jour le plus important pour nous, où on va accomplir le geste le plus important, qui est celui du sacrifice, on ne pourra pas le faire cette année, ni à Fontenay-le-Fleury, ni à Saint-Cyr-l'École, comme les autres années d'ailleurs, puisqu'on avait été exclus un peu de cet événement-là, puisque les mairies n'ont pas voulu participer au financement. Et les mairies parce que l'abattoir qui était sur Elancourt, effectivement, ne concernait pas l'ensemble des communes du département des Yvelines. Non, que les villes qui avaient participé au financement. Donc nous, on est encore d'autant plus touchés, puisque maintenant, on ne peut même plus avoir un abattoir mobile à côté pour pouvoir, et pour des raisons X ou Y, pouvoir réaliser Justement, comment vous allez vous organiser pour cette année? Justement, il n'y a pas d'organisation. C'est que justement, notre président, M. Barboucha, a fait une communication en disant à la communauté musulmane, sachez que cette année, il n'y aura pas d'abattoir mobile et donc c'est chacun pour soi. Comment vous allez célébrer justement? Nous allons célébrer cette fête en disant à Dieu, voilà, nous aurions voulu pouvoir donc procéder à l'abattage rituel, mais que aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Donc nous lançons un appel aux différentes mairies pour qu'on puisse trouver une solution rapidement. Parce que c'est une déception énorme pour toute la communauté musulmane. Quand ce communiqué a été fait par notre président, M. Barboucha, je peux vous garantir qu'on a eu des coups de téléphone, on a eu des gens qui nous ont arrêtés dans la rue pour se dire, mais exactement ce que vous venez de me demander là, comment allons-nous faire cette année? Je ne sais pas comment allons-nous faire. Parce que les abattoirs les plus proches, ils sont où? À Étampes, à Dreux et ailleurs. Est-ce qu'il y a un risque justement de voir se multiplier ces abattoirs clandestins? Alors nous espérons que non, mais si jamais c'était le cas, je pense que les autorités qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu, je n'en sais rien, je vous ai dit encore une fois, je ne suis pas au courant de ce dossier, je ne le maîtrise pas de A à Z, et je ne peux pas vous dire ce qu'il en est exactement, mais je pense que les autorités qui n'ont pas pu participer au financement de cet abattoir mobile auront une responsabilité énorme. Il faudra se tourner vers ces autorités-là plutôt que de se tourner vers... Pour autant, vous, le message que vous véhiculez, quel est le message que vous véhiculez auprès des personnes qui sont membres de votre association locale? Il ne faut pas qu'il y ait d'abattage clandestin. Il ne faut pas qu'il y ait d'abattage clandestin. Ça, c'est la position de notre association. Nous voulons que les choses se passent au grand vu et aussi de tout le monde, pour que tout le monde puisse dire, voilà, ce sont des sacrifices rituels qui se passent dans des conditions qui sont garanties par la République. On va écouter quelques témoignages, justement, quelques témoignages d'Yvelinois, de musulmans que nous avons rencontrés aujourd'hui avec cette question: comment allez-vous célébrer l'Aïd cette année alors qu'il n'y a pas d'abattoir mobile dans le département? De toute façon, la seule chose, c'est qu'on va acheter un peu de viande chez le boucher, puis c'est tout. Puisqu'on ne peut plus tuer comme d'habitude, maintenant, on va au boucher. C'est la seule solution. On était obligé de voir, comme on dit, la boucherie. Il y a qu'ils ont des moyens pour les fermes et tout, mais comme moi, je préfère chez la boucherie. Tout simplement. On cherche, on ne sait plus. On va voir si c'est possible, il y a quelque part dans les fermes, si possible. Alors on va essayer d'aller voir un peu à Dreux ou à Chartres et voir si c'est possible. Sinon, on s'abstient. On n'y peut rien. C'est mon mari qui s'en occupe, mais je pense qu'il va l'acheter tout près. Normalement, le vrai Aïd, il faut l'acheter vivant, le mouton, et l'égorger après. Mais en France, voilà, c'est plus possible. On va les célébrer comme les autres années, normalement. Et puis on va acheter de la viande dans les boucheries musulmanes. Plusieurs pistes évoquées: acheter la viande dans les boucheries musulmanes, ou alors ne pas donc faire le sacrifice comme vous le disiez, parce que pas d'abattoir clandestin. Que pensez-vous de l'alternative du marché au vif qui a été mis en place à Tessancourt? Le principe, j'explique, c'est-à-dire que les familles viennent choisir leurs moutons la veille du jour de l'Aïd. Ensuite, pendant la nuit, les bêtes sont emmenées dans un abattoir en Normandie, puis rapatriées à Tessancourt. Ensuite, chaque famille récupère son animal. Aujourd'hui, la communauté musulmane qui n'est pas en mesure de procéder à l'abattage rituel dans des conditions qui sont édictées par la religion musulmane, le monsieur vous disait tout à l'heure, mais on n'a pas le choix. C'est exactement ça. Les gens n'ont pas le choix. Mais je ne pense pas que parce que les gens n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient face à une solution qui s'impose à eux. Mais c'est plutôt de chercher des voies et moyens de pouvoir justement trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Donc le marché au vif, vous pensez que ça aura du succès ou pas? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, mais je sais qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la communauté musulmane de Fontenay-le-Fleury et de Saint-Cyr-l'École, que moi je connais personnellement assez bien, les gens sont complètement abattus et ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui se dirigent là. Parce que les gens sont complètement déçus et abattus et il faut vraiment qu'on trouve une solution. Ça ne peut pas durer.
Merci Alice pour ces précisions. Vous restez bien sur ce plateau puisque dans quelques instants, nous parlerons économie avec votre invité de la chronique de l'Écho, le président du MEDEF 78. Mohamed Oulvan, je voudrais juste vous faire réagir pour conclure cet entretien sur un autre sujet qui concerne directement votre association, la communauté musulmane de Saint-Cyr et de Fontenay. C'est la création éventuellement d'une mosquée. Il n'y a pas de mosquée sur ce secteur. Vous la demandez depuis plusieurs années. Et demain, à l'issue de la prière, vous devriez recevoir les maires des deux communes, Saint-Cyr-l'École et Fontenay. Vous les avez invités en tout cas. Oui, c'est un moment de partage et chaque année, c'est l'occasion pour nous de remercier les autorités municipales des deux villes, Madame Connor et Monsieur le maire de Saint-Cyr-l'École. Monsieur Debain, Bernard Debain. Il m'en voudra si j'oublie son prénom. Oui, si vous l'invitez déjà et que vous oubliez son nom. Et surtout que c'est quelqu'un que je connais personnellement, donc il m'en voudra. Ne m'en veux pas, c'est l'émotion, Bernard, s'il te plaît. Donc je pense que oui, c'est un moment où on partage vraiment le bonheur de la fête. Et ce moment de fête, on ne veut pas le passer tout simplement entre nous, dans la communauté musulmane. On veut que ce soit aussi un moment où on accueille les autorités pour les remercier, parce que pendant le ramadan, ce sont des gens qui font beaucoup de choses pour la communauté musulmane, et donc pour les remercier, et aussi pour leur rappeler un peu notre problématique, c'est celle d'un lieu de culte sur une des deux villes au moins, parce que là, c'est... Où en est ce dossier justement? Parce que la demande dure depuis plusieurs années. Où en est ce dossier de création de mosquée? Ça fait plus de 11 ans que nous courons après les autorités municipales des deux villes. Feu, l'ancien maire de Fontenay, M. Lasserre, a vécu cette situation pendant des années avec nous. Aujourd'hui, c'est avec Mme Connor, que je salue au passage, qui est une dame formidable, d'un courage extraordinaire, que je respecte pour ses valeurs républicaines qu'elle démontre tous les jours, parce que j'ai le plaisir de la côtoyer à certaines réunions et je m'aperçois à chaque fois de ces valeurs républicaines qu'elle veut représenter et le courage qu'elle prend. Aujourd'hui, disons qu'on a une trace, un lieu qui pourrait convenir à peu près à l'édification de ce lieu de culte, qui englobera, je le précise, pas seulement un lieu de prière, mais également un lieu social, parce qu'il y aura des activités aussi bien scolaires que sociales dans ce lieu-là. Donc ça, c'est essentiel, parce que notre association, c'est l'association socio-culturelle. Elle n'est pas qu'une association cultuelle. Et donc, une proposition a été faite au maire de Saint-Cyr-l'École, puisque le lieu qui a été identifié, une partie de ce territoire, est sur le domaine de la mairie de Fontenay-le-Fleury, et l'autre partie sur celle de Saint-Cyr. Ça nécessite, pour que le lieu de culte puisse être édifié sur cet endroit-là, qu'il y ait une révision du PLU de Saint-Cyr-l'École. Une lettre a été envoyée, signée par Mme Connor, et une lettre que nous avons envoyée, des tonnes de lettres que nous avons envoyées, appelant M. Debain à faire une révision du PLU et de nous permettre d'accéder à ce lieu-là. Et je profite de votre micro, je sais que vous êtes lié par le temps, mais Bernard, il est grand temps que la communauté musulmane, c'est plus de 3000 familles sur les deux villes, et quand vous multipliez par le nombre d'enfants et de personnes qui vivent dans ces familles-là, c'est énormément de personnes qui sont concernées, et donc à plus de 90% français. Ce sont des Français. Et il est nécessaire de créer cette mosquée, il y en a une sur Trappes. Ça ne concerne pas votre communauté? C'est pas que ça ne concerne pas notre communauté, puisque une mosquée, par définition, c'est la maison de Dieu, et donc elle est ouverte à tout le monde. Mais c'est que nous vivons sur cette communauté-là. Nous vivons sur ces deux villes. Au lieu d'aller forcément sur Trappes et ailleurs, ce que certains d'entre nous font aujourd'hui, mais à leur grand désarroi, pourquoi il n'y aurait pas un lieu de culte, comme il y a des lieux de culte juifs et catholiques et chrétiens sur ces deux villes-là, je le signale. Donc ce n'est pas une revendication par rapport à ces religions-là, c'est une revendication par rapport à une réalité socio-économique. C'est que les immigrés étant venus, nous sommes à la deuxième génération, ce sont des Français maintenant. Ce sont des gens qui vivent ici, qui mourront ici, qui n'ont pas l'intention d'aller ailleurs, et donc ce serait dommage qu'ils ne puissent pas, eux, qui, quand ils veulent faire du sport, ont un gymnase sur leur ville, quand ils veulent aller au théâtre, ont un théâtre dans leur ville, quand ils veulent aller au marché, ont un marché dans leur ville, mais quand ils veulent pratiquer leur religion, on leur dit non, mais là non, vous devez aller dans une autre ville. Ce serait quand même dommage. L'État est laïque, ceci dit, parce que vous comparez les gymnases, les théâtres, la culture, j'en précise juste. Façon de dire que quand on est maire et qu'on prend en considération les préoccupations de ses concitoyens, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut en parler. Avec l'ère Sarkozy, il y avait eu une espèce de frémissement qui avait commencé à être fait, puisque M. Sarkozy avait donné des directives par rapport à ces mairies et ces préfectures-là pour faciliter l'édification des lieux de culte pour la communauté musulmane. Et vous aimeriez qu'aujourd'hui, ça puisse voir le jour? Nous aimerions voir le jour, que vous passerez parce que demain. nous en avons assez de prier dans des caves ou dans des appartements qui ne sont pas pour ça. Voilà. Et c'est le message que vous passerez demain aux représentants des deux municipalités que vous avez conviés à l'issue de la prière de la fête de l'Aïd. Et je vous invite à y venir, comme j'invite toute l'agglomération saint-quentinoise à venir partager cette fête avec nous, où que ce soit. C'est-à-dire que vous avez des associations un peu partout qui vont célébrer la fête demain. Il y aura la prière de la fête et on partagera un thé et un gâteau. J'invite tout le monde à venir partager, croyants, non-croyants, musulmans, non-musulmans. C'est un moment de fête. Ce sera la fête pour tout le monde, Inch'Allah.
Merci de cette invitation et merci de votre passage sur ce plateau de TV Fil 78. Alice, dans quelques minutes, on va donc parler de la chronique écho du jeudi avec en invité Bertrand Decré, le président du MEDEF 78. Un peu de sport auparavant, vous appréciez le football, je le sais. Ah oui. Et savez-vous qu'il y a un club local qui crée la sensation depuis le début de l'année, le football olympique Plaisirois, qui a déjà sorti de la Coupe Gambardella une équipe qui évoluait 3 divisions au-dessus d'elle. Le club pourrait remettre ça dès ce week-end. C'est un Johan Djegou concentré qui regarde ses joueurs se préparer. L'entraîneur des U19 du football olympique Plaisirois prépare le déplacement de dimanche à Saint-Leu-la-Forêt pour le 4e tour de la Coupe Gambardella. Après l'exploit du mois dernier face aux Ulysses qui évoluent 3 divisions au-dessus, les Yvelinois veulent poursuivre l'aventure. L'équipe valdoisienne est loin de les impressionner, elle qui évolue pourtant 2 niveaux plus haut en division d'honneur régionale. On sait qu'on n'est pas favori. Donc on prépare comme les autres matchs et puis après on verra, c'est au feeling. Hein. La Gambardella c'est comme ça. Hein. Comme on dit chez nous, on a la dalle, on a plus envie de gagner que d'habitude parce qu'on joue contre des grosses équipes, donc on essaie toujours de donner plus. Donc c'est ça qui fait la diff. Côté tactique, pas de changement, l'entraîneur ne veut pas revoir la recette qui a fait son succès. On va garder en gros les schémas qu'on a déjà mis en place depuis le début de saison, qui ont plutôt bien fonctionné. Plutôt un bloc défensif bas, en essayant d'aller jouer le contre. Ce sera certainement la solution pour battre une équipe qui joue 2 divisions au-dessus de nous. Donc on pense se mettre en place de cette manière-là. Ouais. Reste tout de même à oublier le faux pas lors de la dernière journée de championnat. Pour sa première défaite de l'année, l'Olympique Plaisirois s'était incliné 4-0. Le 4-0, je crois que ça nous a remis dans le bain parce qu'on était encore un peu sur un nuage. Après la DSR, on n'avait pas encore fait de défaite depuis le début du championnat. Donc le 4-0, ça peut nous faire que du bien. C'est mauvais, on a perdu, mais bon, ça peut nous faire que du bien au niveau mental. Coup d'envoi du 4e tour de la Gambardella dimanche 14h30 sur le terrain de Saint-Leu.